Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour un nouveau journal dans l'actualité de ce mardi 16 février. Les ouvriers du bâtiment vont pouvoir manger au chaud en Haute-Savoie. Certains restaurants seront autorisés à rouvrir dès cette semaine uniquement pour ces travailleurs. La préfecture délivrera les autorisations et les établissements devront passer des conventions avec les entreprises. 110 ans, 30 fois champions de France et dernier club au Savoyard dans l'élite du hockey français, les pionniers de Chamonix s'offrent une tournée pour leur anniversaire. Une série d'événements est organisée à travers le département pour fêter cela comme il se doit. Avant de développer ces titres, nous partons en Italie. Hier, nous vous expliquions dans le journal que les remontées mécaniques italiennes resteront fermées jusqu'au 5 mars au moins. Mais dans le massif du Mont Blanc, le téléphérique Skyway à Courmayeur a bien ouvert ses portes. Depuis quelques jours, il convoie ainsi touristes, skieurs et alpinistes jusqu'à 3400 mètres d'altitude. Une exception qui agace côté français. Précision d'Emmanuel Jaude. Un vent d'incompréhension souffle dans le massif du Mont Blanc. En cause, l'ouverture du Skyway Monte Bianco, l'équivalent italien du téléphérique de l'Aiguille du Midi, et qui permet aux skieurs et aux alpinistes locaux de pratiquer, entre autres, la célèbre Vallée Blanche. On était frustrés, nous, de notre côté. C'est surtout ça le sentiment, c'est le fait de dire que, après tout, l'Aiguille du Midi, aujourd'hui, comme le train de la mer de glace, ce ne sont pas, ou le tramway du Mont Blanc, ce ne sont pas des domaines skiables. Ce sont des sites touristiques d'altitude. Et on a essayé de se battre depuis plusieurs mois pour faire entendre et comprendre que ces sites-là transportent essentiellement de la clientèle non skieuse. Quand on a appris que le Skyway ouvrait, effectivement, on a été frustrés en se disant mais c'est à 20 km de chez nous. C'était à la fois tant mieux pour nos collègues du Skyway et de l'autre côté, mais nous, en tant que Français, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas ouvrir? Voilà. C'était plus de l'incompréhension, de la frustration, mais pas du tout une façon d'être négative vis-à-vis de nos collègues italiens. Si l'Italie devait en effet autoriser la réouverture des remontées mécaniques ce lundi, le ministre italien de la Santé en a décidé autrement via la signature d'une ordonnance, ce qui ne concerne toutefois pas le Skyway. En Italie, sont fermées les remontées mécaniques dans les domaines skiables. Nous, on n'a pas un domaine skiable. À Courmayeur, il n'y a pas beaucoup de touristes car il y a la fermeture entre les régions italiennes, les fermetures ou quand même les réductions des frontières. Alors, il n'y a pas beaucoup de touristes, mais on a fait un choix qui est un choix social, économique, qui a donné quand même un service à notre territoire. Malgré l'installation d'un protocole sanitaire strict, c'est donc le principe qui dérange la vallée du Mont Blanc, relançant donc le débat sur le manque d'harmonisation des lois au sein de l'Union européenne. Retour en France, des restaurants vont pouvoir rouvrir en Haute-Savoie, mais uniquement pour les travailleurs du BTP. Le sénateur Cyril Pellevat en avait fait la demande il y a plusieurs semaines. Le préfet a donc accepté d'autoriser certains établissements à accueillir ces ouvriers. Les restaurants devront signer une convention avec les entreprises concernées. Explication de Lorena Bordiec. Ces chauffeurs de poids lourds viennent de loin, parfois de l'autre bout de l'Europe. Avec la fermeture des restaurants, les points de chute pour se mettre au chaud le midi sont rares. Beaucoup prennent un repas sommaire dans leur cabine. Sandwich, ou alors moi comme des fois là je mange pas et puis je rentre plus chez moi à la maison quand je rentre. Voilà. Donc je finis assez de bonne heure, je finis à 2h30 donc ça va. Mais c'est vrai que pour ceux qui finissent plus tard, ouais, c'est sandwich. Un accord vient d'être trouvé en Haute-Savoie. Désormais, les restaurants pourront accueillir tous les ouvriers qui travaillent en extérieur. Au mois de janvier, j'ai beaucoup de restaurateurs qui m'ont interpellé en me disant effectivement qu'il y avait d'autres départements, je vous dis comme le Maine-et-Loire, comme la Meuse, qui, par le biais des fédérations, avaient réussi à obtenir l'ouverture de certains restaurants, bien évidemment avec une capacité restreinte, de l'ordre de 30-35%, parce qu'il faut 8 mètres carrés par personne. Et du coup, c'est pour ça que j'ai saisi la préfecture. Et et les organisations syndicales l'ont également saisi de son côté et on a pu avancer. En Savoie, cela fait plusieurs mois que le système existe. Ces 3 ouvriers paysagistes ont travaillé dehors toute la matinée. Ils mangeront au restaurant du coin à midi.
L'été, on aime quand même bien manger sur les chantiers de temps en temps aussi au soleil, mais l'hiver, ouais, c'est une chance de pouvoir manger au chaud. Au départ, c'était ambigu parce qu'on savait que les gens du bâtiment y avaient droit et que les paysagistes, on ne savait pas. Donc après, pour être sûr, j'ai appelé donc l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, qui m'ont bien confirmé et envoyé une convention qui est à remplir et à leur renvoyer. Donc, pour pouvoir manger au restaurant. Pour les restaurateurs, l'intérêt d'ouvrir ses portes est plus social que financier. Christophe Orcet, le gérant de la brasserie des Sauterons à M-la-Plagne, sert une vingtaine de couverts à peine. C'est qui lui permet de rester tout juste à l'équilibre. Pour avoir ce rôle un petit peu social, quoi, en fait, de voir du monde, c'est à l'heure actuelle, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Il y en a beaucoup qui disent que ça vient de la restauration par rapport au Covid-19, mais on s'aperçoit que là, il y a une troisième vague qui arrive et nous, on n'était pas ouverts, donc ça ne vient pas de notre faute. Enthousiaste, il espère accueillir toute sa clientèle au mois de mars ou d'avril. Dans ce contexte, la vaccination se poursuit en Auvergne-Rhône-Alpes. Au 14 février, plus de 260 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans notre région. Parmi elles, plus de 65 000 ont déjà reçu leurs 2 doses. Pour rappel, 3 vaccins sont disponibles. Ceux des laboratoires Pfizer et Moderna sont réservés aux personnes âgées en EHPAD et unités de soins de longue durée, au personnel de ces structures, aux professionnels de santé de plus de 65 ans et à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Le vaccin AstraZeneca est pour sa part recommandé chez les personnes de moins de 65 ans. Administré en priorité au personnel de santé, il devrait être accessible plus largement à partir du 25 février. 140 000 premières injections devraient ainsi être réalisées en mars. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne sur le site santé.fr. Et j'ajoute qu'à Annecy, 2 lignes supplémentaires vont être mises en place au centre de vaccination de l'espace Cap-Péria. La capacité de vaccination va ainsi passer de 70 à 140 personnes par jour. De nouveaux créneaux sont donc disponibles. Vous pouvez prendre rendez-vous toujours sur le site santé.fr ou par téléphone au 04 80 48 11 30. Il est le nouveau président de l'université Savoie-Mont-Blanc. Philippe Gallet me rejoint sur le plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élu président donc, de l'université Savoie-Mont-Blanc en décembre dernier. Vous succédez à Denis Varachin, qui a été président, lui, pendant 8 ans. C'est un contexte assez particulier pour prendre cette présidence. Comment s'est passée votre prise de poste ? Voilà. La prise de poste s'est plutôt bien passée. Il y avait eu une transition préparée avec le président Varachin. Et donc j'étais associé et l'équipe était associée depuis un petit moment déjà aux décisions et aux problèmes qui se posaient à l'université. Donc on n'a pas découvert grand-chose, même si naturellement, quand on prend de telles fonctions, la prise en main des dossiers prend nécessairement quelque temps. Avant de parler du contexte, évidemment, de la situation des étudiants, un mot sur votre parcours. À vous, comment êtes-vous arrivé jusqu'à cette fonction de président ? Alors, j'ai un parcours relativement linéaire. J'ai commencé par une thèse, comme tout enseignant-chercheur, à l'Institut Lahaut-Langevin de Grenoble. J'ai ensuite passé 3 ans au CEA, à Saclay. Puis 1 année au CEA à Grenoble, et puis j'ai quitté le CEA pour venir à l'université Savoie-Mont-Blanc, de Savoie à l'époque, et c'était en 1992. Donc ça CEA, pour ceux qui ne savent pas, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Voilà. Et donc vous êtes arrivé finalement à cette présidence, c'était une envie de votre part ? Je ne saurais pas le dire. C'est plus, je pense que ce sont plus les circonstances qu'une envie le matin en me rasant, selon l'expression consacrée. Quels sont les grands défis qui vous attendent, si on met toujours un petit peu de côté ce contexte, les grands défis de l'université Savoie-Mont-Blanc dans les années à venir, quels sont-ils ? Alors, il y a la vision de long terme et puis il y a les dossiers de moyen terme. En ce moment, se négocie le contrat de plan État-région, donc pour la partie immobilière essentiellement, et aussi pour une partie recherche. Et
Bon, là, derrière, il y a des enjeux considérables pour l'université, que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie, d'ailleurs. Les collectivités locales soutiennent fortement l'université, à commencer par les départements, mais aussi les agglomérations, le Grand Annecy, le Grand Chambéry. Et nous verrons bien si la région et l'État suivent les collectivités locales. Donc ça, c'est quelque chose de très important, puisque naturellement, le bâti conditionne les développements, enfin, est une des conditions du développement futur. L'année qui vient va voir aussi les discussions autour du contrat que l'université va passer avec l'État. C'est le contrat 2021-2026. Et donc dans ce contrat, l'université va expliquer sa stratégie et puis ses objectifs pour les 4 ou 5 années, enfin pour les 5 ou 6 années à venir plutôt. Voilà. Alors la vision de l'université est toujours la même, hein, c'est le développement, puisque l'université se trouve sur un territoire dynamique, que ce soit sur le plan démographique ou aussi sur le plan économique. Donc elle a l'ambition d'accompagner ce développement. Dans les années à venir, nous avons plusieurs grands chantiers. Un premier chantier qui tourne autour de la rénovation de notre premier cycle. Donc à la fois le cycle licence et puis la transformation du DUT, diplôme universitaire de technologie, en bachelor universitaire de technologie. Donc voilà, ça, ce sont des gros chantiers. Rénover aussi ou rendre plus attractif le deuxième cycle, c'est important, en développant à la fois la transversalité et le lien, en affirmant le lien formation-recherche. Et puis aussi, nous avons pas mal de projets dans le domaine de la recherche, de la valorisation. Voilà, il y a beaucoup de chantiers à ouvrir ou à poursuivre d'ailleurs. On rappelle que l'Université Savoie-Mont-Blanc, c'est 3 campus, le Bourget-du-Lac, Jacob Delcombette et Annecy-le-Vieux. Elle a été créée en 1979. Oui. Elle a su se réinventer, d'après vous, au fil des années? Ah oui, je pense, sérieusement. C'est une université performante en termes de recherche. Tous les indicateurs nationaux ou internationaux sont là pour l'attester. C'est une université qui est performante au niveau de la réussite des étudiants et de leur insertion professionnelle. Donc on a là les 2 missions fondamentales et 3 missions fondamentales d'une université. Et puis elle a la particularité d'entretenir depuis toujours un lien étroit avec le territoire, ses entreprises, ses collectivités, ses associations. Voilà. Elle est à la fois ancrée dans le territoire et puis elle a une politique ambitieuse à l'international. L'été dernier, le projet qu'elle a déposé auprès de l'Union européenne, d'université européenne, avec 5 autres partenaires sur le continent, a été labellisé. Et voilà, c'est aussi un grand défi des années à venir. On a beaucoup suivi sur Witt-Mont-Blanc les difficultés des étudiants dans ce contexte très particulier, les cours à distance, mais aussi les difficultés, la précarité qui touche ces jeunes. Ils se sont aussi mobilisés, ils ont manifesté. Quel message vous souhaitez adresser à ces étudiants aujourd'hui ? Alors, je voudrais leur adresser, la situation n'est pas facile pour beaucoup d'entre eux, nous en avons bien conscience. L'université s'est mobilisée, que ce soit pour apporter une aide matérielle sur le plan, par exemple, tout simplement de la possibilité de suivre les cours à distance. L'université a prêté des ordinateurs, a acheté des clés 4G et des abonnements qui vont avec. Sur la précarité alimentaire, il y a une mobilisation non seulement de l'université, mais du Crous, des associations étudiantes, mais aussi des collectivités et des entreprises qui nous viennent en aide. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Encore une fois, le territoire est très solidaire. Alors j'aurais peut-être un message de confiance parce que, voilà,
Nous mettons en place un retour progressif sur les campus. Le ministère nous indique que le plan actuel, le plan dit 20%, chaque étudiant doit pouvoir revenir au moins une journée sur les campus, est je dirais quelque part un plan minimum pour le semestre 2. Et nous espérons tous que les conditions permettront de l'assouplir et en tout cas nous permettront d'accueillir davantage les étudiants sur les campus. Alors naturellement, cette période entraîne des difficultés. Les difficultés matérielles, à la limite, elles sont assez faciles à résoudre dès lors que les étudiants s'identifient auprès de nous. Les difficultés d'ordre psychologique sont naturellement plus difficiles à prendre en compte, plus diffuses aussi. Et là, nous allons, dans les jours qui viennent, recruter, dans le cadre du plan national, des psychologues en plus, pour venir en aide aux étudiants. Merci beaucoup Philippe Gallez. On finira sur cette note d'espoir pour les étudiants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous passons à un sujet qui pourra d'ailleurs intéresser les étudiants. Le 24 décembre 1910, les frères Coutet, accompagnés de quelques amis, décidaient de s'offrir pour Noël un club de hockey. Ils créent ainsi la première patinoire artisanale sur les bords de l'Arve qui deviendra la patinoire municipale de Chamonix. Aujourd'hui, les pionniers fêtent leurs 110 ans avec une tournée des patinoires extérieures de Haute-Savoie. 6 étapes sont prévues au total pour aller à la rencontre du public et des supporters privés de matchs cette saison. Nous étions aux Ouches la semaine dernière, reportage. 110 ans de glace, de sueur et de victoire. Depuis le 24 décembre 1910, le club de Chamonix s'est imposé comme un épicentre du hockey français. Les pionniers ont remporté 30 fois le titre de champion de France. Le premier remonte à 1923. C'est aujourd'hui le record pour tout club sportif confondu en France, que ce soit en rugby, en foot, en hand. Aucun n'a 30 titres comme Chamonix de champion de France élite. En Haute-Savoie, c'est le dernier club qui évolue toujours en élite, en Synerglace et Magnus. Et malheureusement, d'autres clubs n'ont pas pu poursuivre à ce niveau-là. Et c'est un petit peu le cas du hockey français qui était avant très basé dans les Alpes avec des stations aussi comme Villard-de-Lans, mais qui ne sont aujourd'hui plus en Ligue Magnus au profit d'autres grandes villes comme Bordeaux notamment. Et ça c'est aussi très bien pour le développement sur tout le territoire national. Mais c'est vrai qu'ici dans les Alpes, dans les stations, on est un petit peu le dernier bastion. Marcel Claret, Alain Boson, Luc Tardif, pour célébrer les grands noms du hockey chamonniard et fêter dignement ses 110 ans, le club organise jusqu'au 3 mars son Pionnier Tour 74. Une tournée des patinoires extérieures attendue par les joueurs privés cette saison de leur public. Ça fait du bien de voir un peu de monde, surtout que c'est une période qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc le fait de pouvoir communiquer avec des gens et puis de faire découvrir le hockey et puis ainsi que voir des personnes qui nous suivent d'habitude, d'être en contact avec eux, c'est vraiment agréable. Démonstration, initiation, séance photo. En plein congé de février, le public est au rendez-vous. C'est très sympa, grande proximité avec les joueurs, ce qui ne gâche rien, bien évidemment. Bonne ambiance et puis c'est assez convivial. Tu les as vus l'année dernière en play-off ? Ouais. Contre qui ? Contre Grenoble. Ouais. Est-ce qu'on avait gagné ? Non, pas gagné. Perdu, hein. Mais c'est pas grave. Nous, on est fans des pionniers quand même. Ouais, parce que c'est trop cool les patins à glace. Pour ses 110 ans, le club s'offre aussi un livre qui sortira en mars, retraçant en 450 pages son histoire. En parallèle, le championnat se poursuit à huis clos, au rythme d'un match par semaine. Du sport encore, avec de nouveaux résultats pour les Français aux mondiaux de ski alpin de Cortina d'Ampozzo. Mathieu Fèvre est devenu cet après-midi le tout premier champion du monde de parallèle. Nouvelle épreuve dans ces championnats. Le Niçois a devancé le Croate Filip Zubcic. Côté femmes, Tessa Worley remporte pour sa part le bronze. La skieuse du Grand Bornand termine 3e du parallèle derrière l'Italienne Marta Bassino et l'Autrichienne Katharina Linsberger. La France compte désormais 4 médailles dans ces mondiaux.
Du sport à la musique, il n'y a qu'un pas. Chaque année, le festival hors-piste organisé par le Brise-Glace met en avant des artistes émergents dans différents lieux de la ville d'Annecy. L'édition 2021 a dû être annulée, mais une partie des groupes prévus sur le festival enregistre pendant 3 jours des concerts dans la médiathèque de Bonlieu. Ils seront à retrouver en ligne très prochainement. Marine Schneider a rencontré le chanteur d'un de ces groupes. On l'écoute. On est très content en fait de se retrouver dans un environnement hybride, c'est-à-dire on n'a pas l'impression de faire semblant non plus, ce qui serait peut-être le cas avec un concert avec des normes très strictes, mais un public qui serait mi-figue, mi-raisin, où personne serait réellement satisfait. Et en fait, c'est vraiment une solution par le haut d'avoir un format vidéo. Et toutes les opportunités que les acteurs culturels peuvent prendre, ils se doivent de les prendre, quelles qu'elles soient, et tant qu'elles leur sont bénéfiques. Notre dernière date, c'était à Paris fin octobre. Évidemment qu'on a un rythme de concert qui est divisé par 10, par 20, voire par l'infini, puisque 0 fois tout ce qu'on veut, ça donne toujours 0. Mais on est très bien lotis, on vient de sortir un disque il y a 1 semaine de ça. Donc on a plutôt des choses qui arrivent devant nous que des espèces de regrets ou remords de ne pas avoir fait assez ou de mal avoir fait, ce qui n'existe pas par ailleurs. Et nous nous quittons en musique avec un extrait du live de Music on Hold. Dans quelques instants, vous retrouvez la météo et puis le 2e épisode de votre magazine Panorama. Emmanuel Jaude est à l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Ce soir, il s'intéresse à la filière formation. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour la préparation de ce journal. Je vous dis à demain. Bonne soirée sur notre antenne.